Le pays, oh papa, t'es la pâte. On vit des webisans tous les jours. T'en es pas chaud. Il y a des gens qui nous prennent pour des fous. Mais oh non, la mort de l'évêque. Aujourd'hui on veut masquer. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Nous allons dans quelques secondes recevoir notre second invité politique de la semaine. Il nous vient du Cameroun. Certains disent de lui qu'il est éloquent, qu'il est beau, qu'il pourrait faire une très bonne alternative à M. Biya au Cameroun. D'autres disent de lui que le mimétisme a atteint son village quelque part dans les villages Banen. Il va s'expliquer, nous dire si c'est par mimétisme qu'il veut remplacer M. Biya. Lui, c'est Serge Espoir Matomba, son nom dit tout. Bonjour, Monsieur Serge Matomba. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Très très bien. Je vais très bien. Ah, formidable. Juste à côté de Serge Espoir, j'ai du mal à prononcer Espoir, je ne sais pas pourquoi, Serge Espoir Matomba, Aurélien Priso, chanteur camerounais de la région de Douala, qui est venu adoucir les mœurs. Comme on dit, la musique adoucit les mœurs, donc il va adoucir quelque chose avant qu'on entre dans le vif de la politique. Salut Aurélien. Salut. Comment ça va? Ça va bien, cher Jacques Mofou. Bon, les mélomanes camerounais te découvrent de plus en plus et adorent ce que tu fais. Donc, j'ai choisi de te demander de venir accueillir ton jeune frère. Tu vas donc lui grincer 2-3 notes avant qu'on commence, s'il te plaît. Merci. C'est nous qui te remercions, cher Aurélien. Alors, monsieur Matomba, est-ce que vous connaissiez Aurélien Priso comme chanteur avant? Alors non, je découvre, mais il faut dire qu'il joue de la très bonne musique. Ça, c'est sûr. Hein. C'est à féliciter et à encourager. Merci beaucoup. Fais attention, lorsqu'un homme politique félicite et encourage, parfois tu peux attendre très longtemps. Hein. Mais ça arrive quelquefois. Alors, Serge Espoir Matomba, rassurez-moi, c'est bien votre second prénom Espoir? Oui, je suis Serge Espoir Matomba. Voilà, on vous a posé cette question au moins 100 fois. Ah non, c'est la première fois. C'est la première fois qu'on me la pose. Vous savez, il n'est pas coutume que les gens questionnent d'autres sur leur nom, surtout sur le prénom. Sur le prénom. Sur le prénom. Mais c'est la première fois qu'on me pose la question si je suis évidemment Serge Espoir Matomba. Vous savez, je suis né le 30 septembre 1979. Et ce jour, mon papa a décidé de m'appeler Espoir. Pourquoi? Parce que pour lui, il voyait quelque chose qui représentait, ou alors quelqu'un de particulier qui représentait l'espoir d'une famille,
l'espoir d'une ville, l'espoir d'une nation, l'espoir de... D'une nation. À ce point-là. Oui. Monsieur Matomba, père, est-il encore vivant? Alors, Monsieur Baboulek est encore vivant. Il est encore vivant. Et je ne voudrais pas lire dans la boule de cristal à sa place. Bien. Mais ce que je sais, c'est que quand je grandissais étant tout petit, il m'a souvent demandé, est-ce que tu sais pourquoi je t'ai prénommé Espoir? Parce que quand j'étais jeune, je jouais au ballon, je jouais à la musique, j'aimais bien. Quand j'allais au lycée, c'était mon passe-temps favori. C'est déjà bien s'il arrive à la tête du Cameroun, il pensait au problème des artistes qui est un seul C'était mon passe-temps favori. Et à l'époque, vous savez, la perception que les parents avaient, n'est-ce pas, des enfants qui jouaient au ballon et à la musique. C'était les voyous. Voilà, c'était un peu... et il me rappelait tout le temps à l'ordre en me disant, est-ce que tu sais pourquoi je t'ai prénommé Espoir? J'ai dit... je me suis même une fois posé la question, j'ai fini par comprendre que, voilà... il vous prédisait un avenir politique? Dès ce jour-là, il avait vu quelque chose de particulier. Et j'essaye de remplir, de ne pas décevoir ce nom que je porte, de ne pas décevoir ses parents qui m'ont inculqué une éducation, une très bonne éducation. J'essaie de ne pas décevoir ma génération, j'essaie de ne pas décevoir ma nation. Le discours est bien huilé, hein? Pas du tout. Mais là, vous n'êtes pas en communication. Non, pas du tout. Je dois vous poser des questions. C'est tout naturel. Je parle de la personne et du nom que je porte. Qu'il parle bien. Donc voilà, les hommes politiques. Mais non. Si vous le prenez ainsi... Bon, alors, vous êtes conseiller municipal de Douala 5. Douala 4e. Douala 4e, pardon. Vous naquites dans cette même ville de Douala un 30 septembre 1979. Cela signifie que vous avez maintenant, quoi, 39 ans? Oui, approximativement, disons 38 ans. Bon, 38 ans et demi et des poussières. Voilà. Bon. Ok. Dans votre biographie, on parle beaucoup de self-made man. What does it mean? Do you speak English? Not only English, I'm speaking many languages. That's as very you have nice. to understand. Why self-made man? Yes, you can see self-made man because I'm a person who have built himself. Yeah. C'est une construction qui est partie déjà de la perception de ce que je suis et ce que je représentais dès l'enfance. Je suis parti du nom Espoir. Parce que comme je le disais tout à l'heure, mon papa ne cessait de me rappeler et ma maman aussi qui ne cessait de me dire « J'espère que tu ne fais rien, tu ne vas pas décevoir ton papa. » Parce que tout son espoir repose sur toi. Ouais. Et vous savez, lorsqu'on parle de self-made, c'est quelqu'un qui a pu se construire sans toutefois attendre des autres. Et je suis cette personne-là. Je n'ai jamais cru que parce que je ne suis pas né dans une famille aisée, ou alors... Ça vous gêne de dire aisé? Non, je ne suis pas gêné. Je cherche le mot approprié. Vous savez, dans aisé ou alors dans famille richissime, si vous voulez, on peut utiliser plusieurs mots et plusieurs formules pour définir l'aisance. Et ici, je suis né dans une famille modeste. Et je n'ai jamais cru que pour réussir, il faut forcément avoir quelqu'un dans sa famille qui soit haut placé, bien placé. Pour réussir, il faudrait qu'on vous tienne par le bras. Pour réussir, il faut emprunter des raccourcis. Non, je n'ai jamais cru en ça. Mon papa, tout petit, me disait toujours, et il nous l'apprenait d'ailleurs à la maison, dès que vous vous levez le matin, vous devez apprendre à nettoyer le sol, vous devez apprendre pour les hommes quelquefois à faire de la cuisine. Les samedis et dimanches, les samedis, c'était une obligation. Nous devons aller au champ. Au champ? Oui. Ça, je suis en train de vous parler de moi. Les dimanches, c'était une obligation. Vous devez être à l'église. Donc voilà, il nous a appris à devenir indépendants aussitôt. Il nous disait, demain vous aurez des familles, vous aurez vos maisons, je ne serai pas là,
Vous deviez savoir faire toutes ces choses sans que quelqu'un ne soit à vos côtés en train de vous tenir par le bras et autres. Et en grandissant, n'est-ce pas, tout cela naviguait dans ma tête. Je me disais bien comment, dans un contexte comme celui du Cameroun, on peut réussir à émerger, à réussir sans être d'une famille nantie, sans avoir quelqu'un quelque part. Je vous comprends très bien. The thing you should do was to continue in English because you should speak English. Your country is Banunga country. You should speak English and French. Yeah, I can speak also many other languages. It's for that I don't know if your program is especially a program in English or... If I ask the question in English, please try to answer in English because English people in Cameroon are looking for you. Are looking for... No, that is no problem. I don't have problem to speak by speaking English. What I was saying is that by continue growing, I understand that I don't have to wait something from somebody. I see. So I continue fight after my secondary school. I create, as you have seen in my biography, my first company when I was 17 years old. Yes. Yeah, it was a very nice experience, a very nice experience. You know, at that moment I was not having means. I was not also intellectually, have an intellectually, how can I say it? Say it easily. Yeah, no, let me, I got the good word. You know, I have many words who are just going through my head like this. I was not having a very big intellectually capacity at that moment. What I did at that time, please. Sorry. At that time, what was your degrees? Yeah, so I just finished my secondary school, my secondary level. I see. Yeah, it's what I'm trying to already get explain. back. Yeah, it's what I'm trying to explain now. Okay. And what happened? I decided to create the first company. I got. Who was Espoir LDA, is a company of who is making how you call it viability and of project, and it was a cabinet of study of viability of project. So what happened? Yeah. Because it's a particular office who are making intellectual job. Intellectual job. What I do now, I decide I got some contract. Yeah, by looking for contract. Yes, with another companies, and I signed with others. You who was supposed now to come and realize the contract. I got. Yes. So I was just like a very big intermediary, but through a company who was my company. You understand? Wow. I do. Yeah. Now, the companies was realizing the job. The other companies was paying me, and I was paying the company who realized the job. Wow. So it was my first experience. Yeah. It was a very nice experience. And later, after that, I decided to create more companies. Et aujourd'hui, dans quoi travaillez-vous? Alors aujourd'hui, je suis un opérateur économique, mais lorsque vous parlez d'aujourd'hui, je voudrais vous dire que la politique pour moi est un métier à temps plein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis engagé corps et âme et j'ai assumé la posture de premier secrétaire du PURS, j'ai décidé de mettre mon implication économique en berne pour me dédier uniquement à la politique. Et comment fait-on pour vivre lorsque son activité économique est en berne? Mon activité économique c'est pas l'activité qui est en berne, c'est la personne de Serge Espoir Matomba qui n'officie pas. L'activité continue. Les activités continuent. Les entreprises continuent. J'ai à la tête de chaque entreprise un directeur qui rend des comptes, dont je peux à la fin du mois observer les mouvements à travers
mon compte parce que je suis aussi, oui, je peux observer ces mouvements. Et puis l'activité continue, j'ai un droit des regards. Mais Aurélien, on pourrait lui chanter sa grande entreprise ne connaît pas la crise, tu vois le truc quoi. Non, ce n'est pas dire que mes entreprises ne connaissent pas des moments difficiles. Ce n'est pas le dire, mais c'est dire que j'ai décidé de dédier mon temps à la politique parce que ce n'est pas une chose facile dans le contexte camerounais. Il faut vraiment avoir du temps. Et vous savez, je parcours énormément le territoire national. Ce n'est pas en prenant une permission de 2 jours, de 3 jours, ou en me donnant un congé d'une semaine ou d'un mois que je parviens à faire le tour du Cameroun avec mes camarades et autres. Non, c'est parce que je considère la politique comme étant un métier et c'est ce que je fais présentement. Et on va entrer dans la politique vraiment, car avant on parlait un peu en procès, on faisait une quintessence de votre biographie, votre parcours. Chers téléspectateurs de JMTV+, nous sommes toujours sur votre plateau et nous recevons aujourd'hui Serge Espoir Matomba. J'espère que cela va vous donner un peu d'espoir à la maison, vous qui souffrez. Alors, le 17 juillet 2014, Serge Espoir Matomba entame une grève de la faim. Pourquoi? Alors, il faut dire que nous sommes dans un pays qui a un tissu économique très faible. Et ce n'est pas un secret de polichinelle. Le Cameroun s'endette tous les jours. Les générations qui viennent vont devoir payer des dettes qu'elles n'ont pas contractées. Nous sommes dans une phase catastrophique de notre ère et de notre temps. Et un projet de loi est soumis au Parlement, demandant l'aval des députés pour la ratification des accords de partenariat économique et la hausse des prix des hydrocarbures. Alors, nous interpellons les députés par courrier d'abord. Vous, les opérateurs économiques? Pas nous, les opérateurs, le PURS. Ah, le PURS. Nous interpellons les députés par courrier en leur demandant de ne pas donner l'aval pour la ratification de ces accords de partenariat économique qui vont une fois de plus plomber une économie déjà trop faible. Déjà trop faible. Qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que les députés n'ont pas l'intention de comprendre, puisqu'ils ne nous ont même pas donné une seule, même pas un accusé de réception de notre courrier, nous n'avons pas eu. On décide donc d'entamer cette grève de la faim pour amener les députés à comprendre qu'il y a des Camerounais qui sont prêts à laisser leur vie pour que ces accords ne soient pas ratifiés, et le chef de l'État. C'est-à-dire qu'il fallait interpeller non seulement les parlementaires, mais interpeller surtout le président de la République, Paul Biya, en lui disant, si vous ratifiez ces accords, le peuple camerounais va devoir payer cher pour cela. Nous avons entamé cette grève. Après 3 jours, on est venu Manu Militari nous sortir de ce lieu-là. Les autorités, la police, ils sont arrivés un matin, ils ont décidé de nous tirer de là, brutalement. Brutalement. Oui, mais en nous ramenant chez le préfet, qui, disait-il, a un courrier venant de la part du chef de l'État pour nous. Le courrier faisait état du fait qu'il a compris notre souci, et qu'il va répondre à cette doléance dans les jours à venir, qu'il fallait lui envoyer un mémorandum par la suite, chose que nous avons d'ailleurs fait. Et jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu une réponse. Toujours. Nous attendons toujours, sauf que la bonne nouvelle. Ah, il y en a eu une quand même. Oui, il y a une bonne nouvelle. Au bout de combien de temps? La bonne nouvelle est que après la première année de l'application des accords de partenariat économique, le gouvernement annonce plusieurs pertes en milliards. Ah. Donc, quand je dis bonne nouvelle, c'est ironique. Je comprends mieux. C'est pour dire que à cette époque,
nous étions en train de tirer la sonnette d'alarme. Nous avons invité les gens à comprendre que c'est dangereux pour notre économie, c'est dangereux pour le tissu économique, c'est dangereux pour le Cameroun. Mais les gouvernants ont défendu le fait qu'il fallait le faire, c'est bien, et aujourd'hui, ils sont les premiers à faire des remarques. Ce ne sont pas les remarques de Serge Espoir Matomba, je parle des remarques du gouvernement qui disent qu'on enregistre plusieurs milliards de pertes après la première année d'application de ces accords de partenariat économique. C'était donc pour vous un combat pour le peuple et non pour vous. Notre combat a toujours été celui du peuple et non pour nous. Vous savez, lorsqu'on s'engage en politique, ce n'est pas pour se servir, c'est pour servir. Bon, c'est ce qu'on dit toujours, mais et c'est ce que nous faisons. J'en connais quelques-uns dans la diaspora qui disent être activistes, qui se battent pour le Cameroun, mais qui estorquent de l'argent aux pauvres femmes camerounaises de la diaspora. Vous avez dû voir circuler ça si vous êtes sur les réseaux sociaux. Donc désormais, lorsque quelqu'un dit « je me bats pour le peuple », Écoutez, je ne peux pas commenter les affaires dont je n'ai pas la connaissance réelle. Ce que je sais et ce dont j'ai de l'assurance, c'est que je me bats pour une cause. Et comme moi, plusieurs se battent aussi pour des causes. Et il est important que pour des causes légitimes, que nous puissions nous battre réellement et que nous puissions être engagés. Alors, les combats de d'autres personnes, je ne peux pas faire de commentaires puisque je ne sais pas. Et parfois, je n'essaye pas de comprendre les motivations. Je pense que vous avez tort, monsieur le futur président, je vous le souhaite. Vous avez tort de ne pas essayer de comprendre, car lorsqu'on dit défendre le peuple, on se bat aux côtés de ce peuple-là et on le protège. Mais nous nous battons objectivement pour ce peuple-là. Nous avons compris aujourd'hui les difficultés qui sont liées à notre peuple. Pas seulement au peuple camerounais, comme à plusieurs peuples africains. C'est pour cette raison d'ailleurs que lorsque vous prenez notre projet de société, vous allez voir qu'il trouve son essence, son fondement sur le système éducatif. Pourquoi le système éducatif? Parce que lorsqu'on parle des Camerounais un peu partout dans le monde, on vous dit que ce sont des personnes qui ont une mentalité à changer. Ce sont des personnes qui ont un logiciel qu'il faut changer. Mais nous ne pouvons pas condamner le produit de ce qu'on a voulu que nous soyons. Parce qu'à la fin, nous ne sommes que le produit de ce qui a été dessiné. Nous avons hérité d'une éducation coloniale qui nous amenait à devenir des serviteurs, des employés, des personnes assujetties à tout, qui ne nous permettait pas de devenir des entrepreneurs, du tout. Qui ne nous permettait pas de devenir des hommes pouvant nous questionner et nous surpasser. Ah, questionner, ça c'est nous vrai. Questionner, beaucoup de dogmes. Nous questionner et nous surpasser. Aujourd'hui, il est important pour nous de ne plus rester sur le diagnostic de ce qui n'a pas été fait ou alors la critique permanente de ce qui devrait être fait ou de ce qui ne marche pas, mais il faudrait qu'on avance. Et avancer veut dire proposer quelque chose de concret, un projet, quelque chose de solide qui part de la refondation de la base. Parce que c'est parfois triste de dire que le Cameroun est rempli des intellectuels et en même temps se rendre compte que ces intellectuels ne parviennent pas à développer le pays. Ici, le Cameroun est rempli des diplômés. On se poserait la question de savoir s'ils sont réellement des intellectuels ou tout simplement des diplômés. Et à ce niveau, on se dit qu'il y a un travail à faire, mais qui devrait commencer à la fondation. C'est pour cette raison que notre appui, c'est la refondation du système éducatif. Il en est pour le Cameroun comme pour plusieurs pays africains. Très bien. Chers téléspectateurs, nous allons maintenant aborder la seconde partie de cette émission qui est consacrée à Serge Espoir Matomba, candidat au présidentiel 2018 au Cameroun, c'est bien cela, hein?
candidat investi par le PURS pour la présidentielle. Candidat investi par le PURS. Voilà, la précision vaut son pesant d'or. Alors, nous allons parler de la genèse de votre parti politique, le PURS, Peuple uni pour la rénovation sociale. En abrégé, PURS. Comment vous avez eu l'idée d'avoir un tel nom? Parce que PURS, ça peut faire PURS, je sais. Écoutez, le nom, je me rappelle encore de ces séances de travail avec plusieurs jeunes, tout part d'octobre 2008, lorsque nous décidons de mettre sur pied cette plateforme, qui pour nous au départ devait être une ONG, une ONG, effectivement, oui. Pour amener les jeunes à devenir beaucoup plus actifs dans le processus de développement du Cameroun. Et plus tard, nous nous sommes rendus compte qu'en tant qu'ONG, association, nous avons des limites. Donc il faut agir sur le terrain politique pour pouvoir avoir directement l'impact réel de la décision. Et le nom PURS, c'est chaque fois que je me rappelle, je me mets toujours à rire parce que nous étions 75 ce jour. Ah, vous avez procédé par élection? Alors, nous avons réparti, nous étions en atelier, nous avons créé, c'était un atelier de travail. On avait des groupes, nous sommes séparés en groupuscules, des 10. Les 5 autres se sont joints, on a essayé de diviser pour avoir le nom PURS. Chaque groupe devait ramener un nom pour le parti. Chaque groupe. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout du premier travail, chaque groupe a ramené un nom. On a commencé à voir dans chaque nom quelle est la lettre qui revenait le plus. Ah, d'accord. On a pu tirer un P. Un P, oui. On a essayé de voir la deuxième lettre qui revenait le plus. On a tiré un U. Parce qu'il fallait départager. On ne pouvait pas choisir un nom et puis rendre les autres beaucoup plus... vous savez quoi? On a tiré un P. Vous avez été démocrate, là, oui, démocrate. Oui. Chez nous, et dans le nom de toujours... votre parti, il n'y a pas de démocratie comme dans certains partis. Non, nous sommes un parti social-démocrate. Ben oui, mais vous savez bien, en Afrique, dès qu'un parti politique se crée, il y a toujours démocratie quelque part. Et généralement, on ne voit pas démocratie dans mais son justement, nous ne faisons pas du copier-coller. Nous sommes... Et puis nous nous disons, nous sommes jeunes, c'est une réalité, nous devons être créatifs. Nous ne pouvons pas... prendre ce qui existe toujours et essayer de coller pour faire avec. Donc, voilà comment nous prenons un U et nous regardons encore dans chaque groupe de travail, quelle est la troisième lettre qui est revenue le plus? On tire un R. D'accord. Et on arrive, on prend un S. On le définit d'abord comme Parti uni pour la rénovation sociale. C'était la première séance de travail. Oui. Ce jour-là, on a clôturé, on est revenu une semaine plus tard sur ce même nom. Et puis d'autres camarades ont dit non, Parti uni pour la rénovation sociale. On dirait que nous sommes en train de marginaliser déjà, parce que nous, ce qu'on a voulu faire à la base, c'était un mouvement, une plateforme de libre expression. Il faudrait que chacun se sente libre d'appartenir à cette plateforme. Il faudrait que peu importe les appartenances politiques, religieuses, ethniques, les gens doivent se sentir concernés. C'est comme ça qu'un camarade propose le changement de P, parti, en P, peuple. Voilà comment nous adoptons finalement ce nom, Peuple uni pour la rénovation sociale. Nous estimons que peu importe l'appartenance, je le dis encore, politique, religieuse, d'ailleurs que plusieurs personnes n'adhèrent pas dans des partis politiques au Cameroun par idéologie, parce que certains partis n'expliquent même pas ce que c'est qu'une idéologie, mais les gens suivent. Mais nous disons encore que les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, les partis politiques, les appartenances religieuses, ethniques, sont libres de participer
à la construction du Cameroun par ce mouvement qui est le peuple uni pour la rénovation sociale. Alors, dans l'organigramme, c'est le premier secrétaire qui est la tête du parti. Le premier secrétaire est la première personnalité du parti. Et vous êtes premier secrétaire? Oui, je suis premier secrétaire. Vous n'avez pas, comme les autres, dérogé à la règle. C'est le chef du parti qui est candidat au présidentiel. Non, non du tout. Non, du tout. Nous ne sommes pas ce parti-là. Au PURS, le premier secrétaire n'est pas le candidat du parti. J'ai été investi, je l'ai bien précisé, le 10 juin 2016 à la suite d'une élection. C'était lors du 2e congrès du parti où nous étions 3 candidats proposés pour la magistrature suprême. Un a désisté, je suis allé en compétition avec un autre, j'ai remporté par 100%, même pas... Par 100%? Non, non, pas du tout, pas du tout. C'était très serré. J'ai cru qu'on était chez Sassou. C'était très serré, je n'ai pas fait ce score-là. Vous avez fait combien? J'étais à 67. Pas très loin du score de Sassou? Non, pas du tout. Je suis encore très bas. J'étais à 67%. Très bien. J'ai remporté avec ce score-là. Et voilà, je me suis vu investi par le PURS. Mais il faut signaler qu'en 2011, j'étais toujours le premier secrétaire du PURS. Et le PURS a investi un candidat à la magistrature suprême qui n'était pas Serge Espoir Matomba. Ah, c'était qui? Donc c'est pour dire que c'était Patrick Sapak. Il est toujours membre du PURS? Il est toujours membre. Il est toujours membre. C'était pour dire que le PURS n'est pas ce parti dans lequel la première personnalité est le candidat naturel. Combien de membres êtes-vous membres inscrits au PURS? Alors, nous sommes plus de 600 000 membres. Plus de 600 000 membres inscrits avec carte de parti? Des personnes qui ont rempli les fiches d'adhésion individuelles. Il faut savoir que le PURS, ce n'est pas 2018. Le PURS, c'est 2010. Le PURS, c'est 2008. Parce que 2008, nous commençons les sensibilisations sur l'ensemble du territoire national. En 2010, plus précisément le 14 mai, nous avons la légalisation officielle. Nous recommençons à parcourir. C'est en ce moment que nous avons la légitimité de permettre aux uns et aux autres de s'inscrire. Maintenant, si vous me demandez les membres actifs, je ne vous donnerai pas ce chiffre-là. Mais depuis lors, ceux qui ont rempli les fiches d'adhésion individuelles sont à plus de 600 000. D'accord, je suppose qu'on paye une cotisation, on a sa carte de membre. Oui, dès que vous remplissez votre fiche d'adhésion individuelle, ça vous donne accès à la carte de membre du parti. Et on ne paye rien comme adhésion? On paye. Les 600 000 ont-ils payé? Non, les 600 000 n'ont pas payé. Je vous ai parlé de ceux qui... c'est pour calculer ce qu'il y a dans vos pièces aussi. Hein? Je vous ai dit tout à l'heure que si vous me demandez le nombre de membres actifs, je ne vous donnerai pas ce chiffre-là. Parce que les membres actifs sont ceux qui se sont acquittés de leur cotisation. Alors les membres actifs sont à peu près combien? Je vais vous dire que... 50 000? Ils sont plus de 100 000 en tout cas. Ah bon? Ils sont plus de 100 000. Bon, calculez 1000 francs par personne, voir ce qu'il y a dans les pièces. Hein? Ils sont plus de 100 000 bon. en tout cas. Alors, dites-moi, combien de partis politiques existent au Cameroun aujourd'hui? Je n'ai pas le chiffre exact, mais il y a plus de 300. Il y a plus de 300. Il y a plus de 300 partis. D'accord, dans un pays où il y a environ 256 langues parlées, dans un pays éternellement à 22 millions d'habitants, on a 300 partis. Était-il nécessaire d'en créer un autre, vraiment? Vous n'avez pas trouvé parmi les 200 et plusieurs autres un parti qui correspond à vos idées? Non, ça c'est un très faux débat. Je pose mes questions, vous donnez vos réponses. Je vous réponds aussi. Il n'y a jamais de fausses questions, il n'y a que des questions. Non, parce que en fait, vous les hommes, les communicateurs, outre le fait de donner l'information, vous servez de courroie d'éducation aussi. Oui, je pose une question car je suis sûr que mes téléspectateurs vont je ne dis pas que votre question est mal placée. Je suis en train de répondre à votre question. D'accord, allez-y. C'est pour dire que vous servez de courroie d'éducation aussi. Et les téléspectateurs vous observent, vous regardent et peuvent juger les intervenants que nous sommes, les hommes politiques que nous sommes, à travers vos questions. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Il pourrait avoir même 1 million de partis politiques au Cameroun. Ça ne poserait pas un problème. Non, personne ne l'a dit. Oui, mais moi je vous le dis déjà, que ce n'est pas le nombre de partis
qui font problème. Pourquoi on adhère à un mouvement politique? Pourquoi est-ce qu'on doit s'engager pour une cause? C'est la question qu'il faut véritablement poser. Et lorsque vous finissez de poser cette question, vous allez vous demander combien y a-t-il des partis qui ont une idéologie connue au Cameroun? Une idéologie connue. Outre cela, combien ont-ils un projet? Parce que le tout de dire qu'il y a plusieurs partis, parce qu'il y a plusieurs partis, non. La quantité de partis ne font pas problème. C'est combien de partis sont actifs, combien de partis travaillent. C'est moi qui fais les questions. Oui, je ne vous pose pas les questions. Moi, j'ai fait ma question, oui. Vous trouvez que c'est un faux débat. Non. Je vais la reformuler et les téléspectateurs lui diront que c'est un faux débat. N'avez-vous donc pas trouvé parmi les 200 et poussières d'autres partis, 1, 2, 3, 4 partis portant les mêmes idées que vous? Dites-moi oui ou non. Avant la venue ou la création du PURS, parce que ça, il faut déjà le préciser, je ne suis pas le créateur du PURS. Je suis un des membres, c'est-à-dire que c'est un ensemble de jeunes qui décident de mettre cette formation sur pied. Nous n'avons pas trouvé. Pourquoi? Vous avez, dans la plupart des partis, les sections des jeunes, qui veut dire que le jeune ne pense pas, il n'est pas encore mature pour implémenter ses idées. Section des jeunes. Vous avez dans plusieurs partis section de femmes, qui veut dire que pas droit au chapitre, qui veut dire que les femmes ont plus ou moins n'ont pas la même place que certaines personnes. Encore une marginalisation. Nous arrivons donc avec un nouveau projet, parce que nous croyons que la femme et l'homme doivent être à 50-50. Nous croyons que le jeune n'existe plus à partir du moment où on a atteint l'âge de la majorité. C'est un jeune qui doit peser, qui doit contribuer au développement. Alors, on ne peut pas confiner les jeunes dans une forme de groupement en disant ces jeunes-là, bon, mûrissez encore mieux votre pensée avant de soumettre ça à vos aînés ici. Et puis, vous voyez un peu. Donc, nous avons tout de suite dit, nous ne nous retrouvons pas. Vous comprenez? Et nous mettons donc sur pied cette plateforme dans laquelle, vraiment, il y a une parité de sexe. D'abord, les hommes 50%, les femmes 50%, tout le monde a sa place. Il n'y a pas de place... il n'y a pas une place spéciale pour les vieux, parce que nous les considérons comme des Camerounais. Nos aînés, certes, mais des Camerounais. Donc nous n'avons pas créé la section des vieux. Nous disons tout le monde est au même pied d'égalité. Tout le monde doit apporter sa contribution et tout le monde doit être compris. C'est pour cette raison que nous ne trouvons pas à l'époque une plateforme ou un parti politique pouvant encadrer ces idées. Mais voilà, M. Matomba, vous voyez que ce n'était pas un faux débat? Non, mais c'est important de préciser. Vous voyez bien, ce n'était pas un Non, je veux dire, le faux débat revient sur le nombre de partis. Non, le nombre de partis, tant que ces partis travaillent tous, je précise, tous pour le bien-être de la population camerounaise, ils ont leur place. Je vais poursuivre. On a perdu 5 minutes, mais on va poursuivre. Aujourd'hui, certaines voix s'élèvent dans votre pays, vous accusant d'être les pions du régime en place. Vous êtes des sous-partis créés pour accompagner le RDPC. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes? Car on m'a apporté cette information-là. Est-ce vrai ou faux? Ben, écoutez, c'est ce qui est... le contraire nous aurait surpris. Mais nous ne sommes pas dans cette dynamique de répondre aux supputations ou aux commentaires, aux pensées des uns et des autres. Nous, je précise, ça fait 10 ans que nous travaillons. 10 ans. En 10 ans, nous avons tout entendu. En 10 ans, et même les personnes du parti au pouvoir ont dit qu'il y a des mains cachées qui soutiennent ces jeunes. Ben oui, donc, mais c'est ce que eux, ils disent. Ils disent, derrière ces jeunes, il y a quelque chose. Ils ne sont pas... ils ne sont pas nets. Parce qu'on ne croit pas en la capacité du jeune à réaliser un projet au Cameroun. On a tout de suite dit, il y a des gens derrière. Non, ils ne sont pas... Il faudrait qu'on découvre qu'ils sont derrière. Mais de l'autre côté, on vous dit,
vous êtes les sous-partis du parti au pouvoir. Entre-temps, le parti au pouvoir cherche à voir qui sont ceux qui se cachent derrière vous. Donc, vous voyez, on réussit à réduire la jeunesse à des sous-fifres, des escaliers. C'est-à-dire qu'on se dise que la jeunesse n'est pas capable, les jeunes ne sont pas capables d'entreprendre. C'est en réalité ça. C'est-à-dire tous ces discours qui tournent autour de c'est les sous-partis, il y a des mains cachées. Ces discours veulent tout simplement démontrer l'incapacité des jeunes à entreprendre et à mener à bien un projet. On reviendra sur les jeunes. Dites-moi, M. Matomba, avez-vous jamais été approché par une élite du parti au pouvoir? Plusieurs fois. Pour faire quoi? Qu'est-ce que vous demandez? Ils nous demandent des choses simples. On aimerait que désormais vous puissiez écouter nos conseils et marcher selon notre volonté, mais nous ne sommes pas dans cette logique. Ils voulaient donc vous récupérer avec eux? Nous ne sommes pas dans cette logique. Ils voulaient vous récupérer avec eux? Oui, effectivement. Enfin, un bon oui. Oui, c'est naturel. C'est la guerre, la conservation du pouvoir. C'est-à-dire que ce sont des méthodes qui existent quand vous êtes au pouvoir. Je ne parle pas de nous, pour ceux qui sont là par tricherie, ça il faut le dire. Ah bon, ils sont là par tricherie? Il faut toujours phagocyter l'opposition ou tous ceux qui veulent faire quelque chose de différent. Il faut les avoir avec vous pour mieux régner. Sinon, c'est des personnes incontrôlables, selon vous, et qui peuvent vous créer du tort à un moment donné. Bien. Avez-vous jamais été approché par un leader de l'opposition, comme ceux du pouvoir ont essayé de vous récupérer? Est-ce que quelqu'un de l'opposition vous a approché, vous faisant des propositions dans ce sens-là aussi? Écoutez, je discute avec plusieurs leaders de l'opposition, vous le savez certainement. Je ne vis pas au Cameroun, donc je ne le sais pas. Vous êtes un communicateur. Je suppose que si vous avez un dossier sur moi, ça veut forcément dire que vous savez exactement ce que nous faisons. Nous discutons avec tous les leaders de l'opposition. Tous les leaders de l'opposition. Nous ne discutons pas uniquement sur une sorte de mutualisation de forces, mais nous discutons aussi et surtout sur le fond des différents projets que chaque parti porte. Parce qu'à un moment donné, nous pensons que nous pouvons faire des propositions concrètes et conjointes. Par exemple, je vais vous prendre un exemple, la réforme sur le système électoral. Lorsque nous avons fait des propositions à ELECAM, quelques jours après, le SDF aussi monté au créneau, et puis quelques années plus tard, le MRC et plusieurs autres. Mais il y a eu des discussions aussi au préalable avec plusieurs formations politiques en vue de proposer des solutions à ELECAM et même au gouvernement. Donc, dans cette dynamique-là, oui, nous discutons ensemble, je rencontre des leaders. Déjà en 2013, pour votre petite histoire, nous avons créé la Convergence des forces publiques qui regroupe 14 partis politiques. Et à ce jour, depuis mon investiture le 10 mai, le 10 juin 2017, j'ai rencontré presque tous les leaders. J'ai rencontré aussi Joshua, j'ai rencontré le professeur Maurice Kamto, j'ai rencontré le bâtonnier Akeremouna, j'ai rencontré Hilaire Kamga, j'ai rencontré Bernard Djongan, j'ai rencontré Olivier Billet, j'ai rencontré Cabral Libi, j'ai rencontré presque tout le monde. Paul Biya? Non. Pas encore? Paul Biya, non. Alors, vous avez rencontré J'ai rencontré presque tout le monde. Vous avez rencontré Cabral Libi. Il lui est reproché de faire du mimétisme, et on pourrait vous le reprocher également. Depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République ici, il y a comme une montée du jeunisme dans les pays africains et plus particulièrement au Cameroun. Est-ce que l'élection d'Emmanuel Macron en France vous a donné des idées, vous a fait pousser des ailes? Écoutez, vous avez avec vous l'historique du PURS entre vos mains, c'est une très bonne chose et c'est aussi une bonne chose pour vos téléspectateurs. Mais les téléspectateurs ne peuvent pas lire, moi je peux lire. Oui, mais je veux dire, je réponds à votre question. Vous avez l'historique du PURS,
Le PURS naît, j'ai 28 ans. Il faut préciser cela. Et vos téléspectateurs doivent le savoir. Ça fait 10 ans. Bon, un peu plus. On ne parlait pas encore de Macron. Très bien. On ne parlait pas encore du jeunisme dont vous faites état dans la sphère politique. C'est pas moi qui fais état, ce sont vos compatriotes qui font état. C'est pour vous dire quoi? Lorsque nous nous sommes engagés, c'est parce que nous avons cru et nous croyons en la jeunesse. Nous croyons que si la jeunesse se mobilise, si elle se rend active, elle pourra changer la donne. Depuis toujours. Laquelle des jeunesses? La jeunesse en général. Nous représentons plus de 75% de la population. C'est une jeunesse qui doit devenir consciente des enjeux, qui doit être au fait des défis et qui doit pouvoir s'engager pour le développement du pays. Et je vous précise encore qu'à cette époque, j'avais 28 ans. Lorsque je montais sur les plateaux de télé et radio au Cameroun, je me rappelle, plusieurs personnes disaient, mais le bébé, il va où? Il veut mourir, et on va le tuer, il ne sait pas à qui il a affaire. Vous voyez? Et on avait tous, il y avait tous ces dires qui se développaient, et des idées même qui se développaient dans la société. Et je ne tiens pas à préciser que je suis le premier jeune à être monté sur des plateaux au Cameroun et à encourager les autres à faire de même. Nous avons essayé, tant bien que mal, de sensibiliser les jeunes. C'était ça l'objectif, sur toute l'étendue du territoire. C'est bien. Et nous avons appelé depuis toujours au renouvellement de la classe politique. Parce que nous avons vu et compris à quel niveau nos aînés ont échoué. Et nous étions en train de dire qu'il faut absolument que les jeunes s'engagent. Aujourd'hui, ce que nous constatons dans la société camerounaise, en fait, c'est le résultat du travail que nous menons depuis plusieurs années. Que vous, au PURS, menez... Que nous menons depuis plusieurs années. Au PURS, ou bien... Vous pouvez, au PURS, nous menons depuis plusieurs années. Vous pouvez constater aujourd'hui, avec beaucoup de fierté et même d'aisance, que dans la société civile, il y a plusieurs jeunes qui se démarquent, qui prennent les devants de la scène. Dans les partis politiques aujourd'hui, la place que les jeunes n'avaient pas hier, ils ont cette place-là aujourd'hui dans les partis. C'est-à-dire, on a compris que la nécessité du renouvellement de la classe est inévitable. Donc, il faut aller dans ce sens. Mais c'est un combat, monsieur Moafo, que nous menons depuis des années. Bon, certains ont voulu assimiler les dernières sorties à Emmanuel Macron. Qui vous dit qu'Emmanuel Macron n'a pas copié Serge Espoir Matomba? Qui vous le dit? Parce que moi, je deviens un élu en 2013. Je suis un élu. Rassurez-moi, vous êtes passé par Rothschild. Écoutez, je suis un élu. Et je n'ai pas bénéficié des faveurs pour devenir un élu. Qui vous dit que Macron ne s'est pas inspiré du Cameroun? Donc, il faut, à un moment donné, rétablir les choses telles qu'elles sont. Et vu le nombre de cerveaux dans ce pays-là, tout est possible. Tout est possible. Dites-moi, comment sont vos relations avec l'autre jeune? C'est-à-dire, quand vous dites... vous êtes deux jeunes candidats au présidentiel au Cameroun. L'autre jeune, un peu plus jeune que vous, s'appelle Cabral Libi. Comment sont vos relations? Surtout, vous êtes peut-être du même coin. Vous, sans parler tribalisme, celui qui est bon au Cameroun, qu'il soit Bassa, Banen, Bamileke, doit être bon et on doit les dire. Donc, comment sont vos relations avec... Cabral Libi, qui semble être de la même région que vous? Elles sont cordiales. Je ne sais pas s'il est de la même région que moi. Ce qui m'intéresse le plus, ce n'est pas savoir de quelle région vous allez comprendre pourquoi je pose cette question-là. Ce qui m'intéresse le plus, ce n'est pas de savoir de quelle région vient un Camerounais ou provient un Camerounais. C'est ce que le Camerounais fait pour le développement du Cameroun qui m'intéresse. Et je n'ai aucun problème avec Cabral. Nous discutons d'ailleurs. Notre relation est cordiale. Et puis, voilà. C'est un jeune qui œuvre aujourd'hui pour le développement du Cameroun. Même si, comme il le dit, il a compris un peu tard, mais il n'est jamais trop tard. Donc, il œuvre pour le développement du Cameroun et nous sommes tous dans ce moule de tous ceux qui veulent un Cameroun différent. Y a-t-il des points de divergence entre vos deux lignes politiques? Je n'ai pas sa ligne politique.
Vous l'avez pas, vous la connaissez pas? Je n'ai pas sa ligne politique. C'est une vérité parce que je n'ai pas encore eu peut-être d'autres longs. Je n'ai pas encore eu l'opportunité de lire le projet qu'il défend. Je sais qu'il est très engagé dans les inscriptions, comme nous d'ailleurs, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la refonte des listes, la révision des listes, nous nous sommes lancés dans cette opération, nous sommes dans ces opérations d'inscription des citoyens camerounais. Je sais qu'il est engagé dans une opération comme celle-là, mais la ligne politique, l'idéologie qu'il défend, je ne suis pas au courant parce que je n'ai pas encore eu l'opportunité de parcourir non seulement le projet qu'il porte, mais aussi la connaissance profonde du parti qu'il a investi. Pour un leader politique.